Alors la fameuse étude 107 que Stern vient d'enregistrer en 2017 et sur laquelle tous les journaux anglais ont écrit des textes formidables en disant maintenant qu'on a entendu cette étude-là, l'étude révolutionnaire de Chopin paraît beaucoup moins révolutionnaire. Ça vient directement de là. Alors qu'au moment où elle écrit ça, Chopin est probablement pas né, ça pose question. Mais je voudrais lire un texte d'un critique de l'époque qui s'appelait François Miel et qui développe sur un grand nombre de pages des idées très intéressantes. Alors il commence par analyser la musique des Grecs. Et puis il constate que malheureusement les Grecs, on sait qu'ils avaient de la musique, qu'ils accordaient une place extraordinaire à la musique, mais qu'on ne sait pas grand-chose de leur musique. Hein. Bon, on n'est même pas sûr de savoir, de connaître leur notation. Alors voilà ce qu'il dit. Si quelque heureux hasard exhumait un traité qui contient une théorie appliquée à un instrument, au principal instrument des Grecs, qui en expliqua le mécanisme sans sécheresse, qui en définit avec clarté et précision les moyens et les effets, un traité qui, échauffant l'âme en même temps qu'il éclairerait l'esprit, présenta de hautes considérations sur l'art même. En un mot, si nous venions à découvrir un cours complet pour l'enseignement de la lyre, composé par un musicien, philosophe et écrivain, quel trésor ce serait pour nous. Un trésor de ce genre est offert aux amateurs et aux artistes modernes dans le cours complet pour l'enseignement pour le fortepiano que Madame de Montgeroux a fait paraître. Cet ouvrage capital n'a rien d'aride, ni d'obscur, tout y est lumineux et animé. C'est l'art envisagé sous le plus noble point de vue, expressif, éloquent, pathétique, capable des plus grands effets que la nouvelle méthode professe. C'est la divine musique qu'elle enseigne à pratiquer sur le plus musical des instruments. Il appartenait à l'auteur d'en tracer ainsi les leçons. Madame de Montgeroux possède un des plus beaux talents que l'on connaisse. Quand les premiers disques sont sortis, cette musique a déclenché un nombre de critiques très impressionnant. Il y a eu plus de 200 critiques dans les journaux ou sur des sites pour parler de cette musique. Et ce que je trouve frappant, c'est que la plupart de ces critiques, évidemment, ils ont un peu de mal à en parler. Comme l'a écrit Jean-Luc Massiat dans La Croix, une musique venue de nulle part et pourtant fondatrice. Ben oui, venue de nulle part, puisqu'elle est inconnue. Et on ne sait pas, et pourtant il dit, elle est fondatrice cette musique. Et beaucoup de critiques ont eu cette, je dirais, des propos analogues. Et quand ils ont cherché évidemment pour leurs lecteurs à comparer à d'autres musiciens. Parce que évidemment les lecteurs n'en savaient rien puisque c'était tout nouveau. Alors ils auraient pu aller chercher du côté de Mozart, qui après tout n'avait que 8 ans de plus qu'elle. Non. Non, on voit bien qu'elle n'est pas de l'époque de Mozart, sauf peut-être par exemple son premier concerto. Là, c'est proche de Mozart, mais là, elle a 21 ans. Il y a encore, on sent que Mozart, elle l'admirait énormément et on disait que c'était une interprète incomparable de Mozart. Mais elle n'est plus, dès 1791 ou 12, elle n'est plus du temps de Mozart. Non seulement parce que Mozart est mort, mais aussi parce qu'elle est au-delà. Elle est dans une autre époque. Et on ne la compare pas, ou rarement, à Mozart. On la compare rarement à Beethoven, qui pourtant a 6 ans de moins qu'elle. Quelquefois, il est arrivé qu'on compare l'étude 110, par exemple, aussi belle qu'un adagio beethovenien.
Il y a une critique qui a écrit ça. C'est une belle phrase. Et je suis assez d'accord. Mais à qui on la compare? On la compare à Schubert. Tout le temps. Or, Schubert, il est plus jeune que son propre fils. Il a 33 ans de moins qu'elle. On la compare à Mendelssohn, Schumann, Chopin, voire Brahms. Or, ces compositeurs sont nés presque 50 ans après elle, ou plus encore pour Brahms. Et c'est de ce côté-là qu'on va. Bon, ça c'est incroyable. Alors je pense que ces compositeurs ont eu connaissance du cours complet. Qu'ils l'ont pratiqué, peut-être même révéré. Le seul problème, c'est que pas un instant, il ne cite le nom de Madame de Mongeau. Alors moi, je vois deux explications à ça. La première, évidemment, c'est celle qu'on connaît bien dans le féminisme actuellement. On ne cite pas une femme. On ne doit rien à une femme. Oui, bien sûr. La deuxième me paraît aussi importante, c'est que tout ça, ils l'ont découvert dans une méthode de piano. Mais des études, c'est pas un genre sérieux. Précisément, c'est fait pour étudier le piano. On ne peut pas considérer ça vraiment comme de la musique. Jusqu'à ce que Chopin sorte lui-même ses études. Alors là, on s'est dit, ah tiens, des études de concert ou listes, ça existe. Les études de Mongeau, c'est de la grande musique, bien évidemment. Je la considère comme une musicienne géniale, disons-le. Alors, je terminerai avec une anecdote très amusante. Son fils, qui aimait certainement beaucoup la musique de sa mère, n'est pas devenu musicien, mais est devenu amateur d'art. Et va faire une collection d'art extraordinaire. Sans doute, il n'avait pas assez d'argent pour faire une collection de peintures, même s'il a possédé quelques Géricault, parce que Géricault était son ami. Il va faire une collection de dessins extraordinaire, et à sa mort, il va laisser 450 dessins légués au Louvre. Et quand on voit les dessins, on se dit, mais oh là là, c'est un des fonds les plus importants du Louvre. Il y a 10 Poussins, il y a des Rembrandt, il y a des Bruegel, il y a des Watteau, enfin, les meilleurs dessins de l'époque. Et ce fils de Madame de Mongeau dit, voilà, ce dernier portrait, là, c'est le portrait de sa mère par un peintre anglais qui s'appelait Cosway. Laissez-le près de moi, donc il est mourant. Il veut avoir le portrait de sa mère près de lui. Vous l'aurez après ma mort. Je connaissais cette histoire, donc je suis allé voir la collection Is au Louvre. Et ce dessin était conservé sous le titre « Portrait de la mère du donateur ». Alors j'ai écrit au Louvre en disant, vous savez, cette mère du donateur, elle a un nom. Comme nom d'artiste, c'est Madame de Mongeau. Depuis, ils ont dit c'est Madame de Mongeau.